Aujourd'hui les amis, je voulais vous parler du nouveau virus chinois dont tout le monde parle depuis presque un mois. Donc je vis en Asie comme vous savez depuis quelques mois et je me sens particulièrement ciblé du coup par ce virus. Maintenant c'est vous vu que le virus est aussi en France. Et du coup je voulais faire un petit bilan sur l'état des lieux et je voulais aussi vous donner mon avis. Je vais aussi vous parler des risques et aux solutions par rapport aux risques de pandémie. Et surtout, je voulais vous apporter un angle un petit peu scientifique et un angle biologique parce que moi, avant, j'étais biologiste et en fait, tous ces sujets-là m'intéressent beaucoup, surtout que c'est aussi lié au voyage et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet. Alors, ce virus chinois n'a pas encore de nom définitif. Pour le moment, on l'appelle le coronavirus, mais coronavirus, en fait, c'est le nom de la famille de virus. C'est une famille de virus qu'on retrouve partout chez de nombreux mammifères, dont les humains. Même si on n'entend jamais parler d'eux, chaque année, le coronavirus provoque entre 10 et 15% des infections des voies respiratoires. Il a donc des chances pour que ce que vous ayez pris pour un rhume ou une grippe ait été des symptômes d'une infection à un coronavirus. Le nouveau coronavirus a été identifié pour la première fois début janvier 2020 suite à un cas de pneumonie déclaré fin décembre. L'origine du nouveau virus se trouve dans un marché de Wuhan, une ville chinoise de 11 millions d'habitants. La source était un animal vendu sur un marché et porteur du virus. Le virus a ensuite muté pour s'adapter à l'homme. C'est le 7e coronavirus capable de donner des manifestations cliniques chez l'homme. Les deux derniers coronavirus qui avaient inquiété le monde étaient le SRAS en 2002-2003 qui avait contaminé 8096 personnes dont 774 décès. Le MERS en 2013 qui avait contaminé 104 personnes dont 49 décès. Donc on peut dire que le SRAS était plutôt contagieux et peu pathogène parce qu'il s'est largement répandu mais a fait un taux de mortalité assez faible par rapport à d'autres virus, donc on est à 10%. Et le MERS, lui, il est peu contagieux puisqu'il n'y a eu que 100 cas, mais il est très pathogène parce qu'il y a eu 50% de mortalité. Alors pour ce nouveau virus là, le virus chinois, pour l'instant on est à un taux de mortalité de 3%. C'est faible, mais il faut savoir que ce chiffre peut encore augmenter parce que le virus vient d'apparaître et en fait les personnes qui sont malades depuis peu, finalement elles peuvent décéder dans pas longtemps et en fait ce chiffre va malheureusement augmenter. Mais peut-être pas tant que ça en fait, on verra par la suite. Alors pourquoi ce virus inquiète-t-il tant? Parce qu'au final, la dengue contamine 50 millions de personnes par an, la rage contamine 50 000 personnes par an, le paludisme c'est 200 millions de personnes infectées, dont 500 000 morts chaque année. Alors pourquoi on parle autant de ce virus qui est finalement une pacotille par rapport aux décès dus à d'autres virus? Alors première réponse, déjà ça fait peur parce que c'est nouveau et tout ce qui est nouveau, on n'a aucun recul, surtout la science, les gouvernements, c'est eux qui s'effrayent le plus parce que ils n'ont aucun recul, le truc vient d'apparaître et il n'y a aucune étude qui a été faite sur ce virus, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Après, tu as tous les médias aussi, ils s'appartent du sujet et puis ils en rajoutent des couches. Donc forcément que, après ça devient un problème de société, un problème mondial. Et puis, même quelqu'un qui vit dans la pampa, il est au courant qu'il y a un coronavirus qui est en train de se répandre sur le monde. C'est vraiment un sujet d'actualité en ce moment qui est très très présent quoi. Alors deuxième raison pour laquelle le virus fait peur, parce qu'il se transmet entre humains. Là les virus dont je vous ai parlé précédemment, le palu etc. se transmettent par les animaux dont le moustique. Et forcément quand ça se transmet entre humains, ça se propage beaucoup plus vite. Il suffit que quelqu'un t'éternue dans la tête pour que toi aussi tu chopes ce fameux virus. Ou que même tu touches un endroit contaminé, puis après tu portes les mains à la bouche. Enfin voilà, c'est un virus qui se transmet par contact et par voie respiratoire, donc ça devient très facile de le choper dans les grandes villes si quelqu'un l'a. Ensuite, troisième raison pour laquelle il fait peur, c'est parce qu'il y a beaucoup de mouvements de population, surtout en ce moment avec le nouvel an chinois. Ça c'est un risque qu'il n'y avait pas avant lors de la grippe espagnole ou lors des grosses épidémies, des pandémies. Il y a 100 ans, les gens ils se déplaçaient pas comme aujourd'hui on le fait au travers du globe avec tous les moyens de transport qu'on a, les avions, les trains. Donc là un virus qui est né en Chine, vous avez vu, il a mis même pas 2 semaines pour arriver dans d'autres pays, ça va très très vite. Et puis les chiffres montrent aussi que le virus est assez contagieux parce qu'il y a déjà 3000 personnes contaminées et ce chiffre augmente sans cesse. Il est sûrement sous-estimé, il y a peut-être plus de personnes qui n'ont pas été encore référencées. Ensuite, une autre raison pour laquelle le virus fait peur, c'est qu'il est capable de muter assez rapidement, contrairement à d'autres familles de virus. En fait, les coronavirus sont des virus à ARN et non à ADN. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est l'ARN, mais il faut juste retenir que tous les virus qui arrivent à contaminer une cellule vivante peuvent coder grâce à leur code génétique pour des molécules qui vont permettre leur propre réplication d'ADN au sein de la cellule contaminée.
Ces molécules qu'on appelle des polymérases possèdent normalement un système de détection d'erreurs dans la nouvelle copie d'ADN. La différence avec les virus à ARN, c'est que les polymérases ne détectent pas les erreurs. Ça fait que les coronavirus sont plus sujets aux variations génétiques de par un taux de mutation élevé. Et ça explique entre autres pourquoi le virus est aussi bien adapté à l'homme alors qu'à la base c'était un virus qui contaminait des animaux, des autres mammifères. Alors une autre raison pour laquelle il fait peur, c'est qu'il n'y a pas de vaccin et il n'y a pas de solution pour guérir pour l'instant. On peut soigner les symptômes mais on ne peut pas détruire le virus grâce à des médicaments. Alors d'une manière générale, on ne prend pas de médicaments pour soigner ce genre de virus. Quand on prend des antibiotiques lorsqu'on est malade, c'est pour tuer les bactéries qui suivent souvent une infection virale. La plupart du temps, notre système immunitaire arrive très bien à se débrouiller tout seul. Dans le cas du coronavirus chinois, la plupart des gens contaminés arrivent à s'en remettre rapidement. C'est les personnes au système immunitaire le plus faible qui sont les plus affectées par ce virus et qui peuvent donc en mourir. Il y a aussi le fait que nous ne sommes pas tous égaux à la naissance. Certains ont dans leur ADN les armes pour combattre certaines maladies. Par contre, ils sont plus sensibles à d'autres virus ou bactéries. Sinon, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'antiviraux ni de vaccins efficaces contre ce virus chinois. Par contre, il y a des traitements en cours d'évaluation par les autorités compétentes contre le virus du SRAS. Sachant que le virus du SRAS est identique à 80% à ce virus, il y a des chances pour que le traitement soit aussi efficace contre celui-ci. Et ça donne une solution, mais plutôt pour le long terme. Alors finalement, est-ce qu'on risque l'épidémie? Comment on va se sortir finalement de cette merde? Alors premier bon point, c'est que la Chine a très vite réagi et a alerté les autorités mondiales, ce qui n'était pas le cas du SRAS en 2002. La Chine avait dissimulé des informations et laissé tarder l'évolution du virus. Dans ces situations, plus les autorités réagissent vite et fortement, et plus vite on arrive à stopper l'épidémie. Si on adopte des techniques de prophylaxie ou de prévention, le virus peut aussi être stoppé en évitant la contamination de personne à personne. Ça va être par exemple se laver les mains au savon dès que c'est possible, enfin le plus régulièrement possible, porter un masque que tu vas mettre sur ton nez et ta bouche, éviter les regroupements parce qu'en fait voilà, si quelqu'un qui est contaminé il va contaminer toutes les personnes, donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué dans les grandes villes, hein. Et ne pas se serrer la main ni faire la bise. Donc ça, c'est des mesures qui sont difficiles à prendre en France parce que c'est vraiment, on a un aspect culturel fort autour de se serrer la main, de faire la bise, de ne pas porter de masque. Les gens ont honte de porter de masque, mais il faut savoir que tout ça, en Chine, en Asie, ils le font déjà, tu vois. Déjà pour dire bonjour, ils se servent pas la main et ils portent un masque facilement. Là, j'étais à Bangkok il y a quelques jours. Et en fait, c'est vrai que je voyais de plus en plus de personnes porter un masque, mais d'une manière générale, les gens portent des masques. Alors ça peut être pour la pollution, ça peut être quand tu es malade, ça peut être pour ne pas être malade, il y a plein de raisons de porter un masque. Mais eux, voilà, c'est vraiment normal. Et voilà, même moi je mettais un masque à Bangkok, c'est tout à fait normal en Asie de mettre un masque. C'est un moyen très puissant pour stopper l'épidémie. Et ça serait bien que les gens comprennent que voilà, faut pas avoir honte de porter un masque, c'est normal, hein, c'est juste pour pas être malade. Et c'est pour ta vie, pour la vie des gens. Donc je pense que voilà, ça va rentrer. Si de toute façon l'épidémie est voulue dans les grandes villes en France, on sera obligé de mettre des masques de toute façon. Ensuite, il y a toutes les mesures qui doivent être prises par les gouvernements. Comme en ce moment, le gouvernement chinois a pris la décision de mettre en quarantaine plus de 40 millions de personnes autour de Wuhan. Ils ont coupé tous les moyens de transport pour éviter que les personnes sortent et infectent d'autres personnes. Ils sont aussi en train de créer 2 immenses hôpitaux. Je trouve ça vraiment ouf qu'ils arrivent à créer comme ça des hôpitaux dans un temps record, mais je crois qu'il n'y a que les Chinois pour faire ça. Il faut aussi savoir que le virus, finalement, il n'est pas très pathogène par rapport aux autres coronavirus, donc le SRAS et le MERS. Ils avaient un taux de mortalité de 10 et 50%, alors que pour le nouveau virus chinois, on est à 3%. Attention tout de même à ce chiffre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les nouveaux cas. Mais pour l'instant, voilà, il semblerait que la plupart des gens s'en remettent et que c'est plutôt les personnes au système immunitaire fragile qui succombent. Après, je pense qu'il faut vraiment pas être parano. On va certainement s'en débarrasser vu la réactivité des gouvernements et vu toutes les compétences qu'on a en épidémiologie et en virologie. L'humanité a vécu voilà, vraiment des sales trucs dans le passé, notamment avec la grippe espagnole, et aujourd'hui on a tous les bagages, toutes les connaissances pour éradiquer cette épidémie, comme on l'a fait avec le SRAS et le MERS précédemment. Maintenant, je voulais vous parler d'un autre aspect voilà, que je trouve intéressant. En fait, je voulais vous parler de comment ce virus a été créé, parce qu'on dit tout le temps le nouveau virus, comme si qui sort de nulle part. Et en fait, je voulais vous expliquer tous les mécanismes un petit peu scientifiques qu'il y a derrière. Je ne vais pas rentrer dans tous les petits détails, mais je voulais
parler un petit peu de ce sujet. Je trouve ça intéressant et je voulais partager ça avec vous. La plupart des coronavirus ont un caractère zoonotique, c'est-à-dire qu'ils peuvent se transmettre d'animaux à animaux. Et comme l'homme est un animal, il peut aussi choper ce virus. Du fait qu'ils aient un fort potentiel mutagène, les coronavirus sont capables d'évoluer rapidement et s'adapter à de nouvelles espèces animales au gré des mutations. Pour entrer dans une cellule, les protéines situées à l'extérieur du virus doivent interagir avec les récepteurs situés à l'extérieur des cellules animales. En gros, si le virus possède la bonne clé, la cellule laisse le virus fusionner avec sa membrane et vider son ADN à l'intérieur. L'ADN du virus, une fois à l'intérieur, va être utilisé par la cellule comme son propre ADN. Et c'est de cette manière que le virus se réplique et se multiplie. En fait, il détourne toute la machinerie de la cellule à son propre avantage pour se répliquer et pour se multiplier. Entre les mammifères, les cellules se ressemblent beaucoup, donc s'il y a un virus qui possède une clé qui fonctionne chez un animal, sa clé peut aussi fonctionner chez un autre animal. Si le virus ne possède pas la bonne clé, à force d'être en contact prolongé avec des animaux contaminés et assez proches génétiquement de l'homme, le virus peut s'adapter à l'homme en mutant jusqu'à posséder la bonne clé. En général, il y a une espèce animale qu'on appelle l'espèce réservoir qui est contaminée par le virus de façon permanente, mais elle est asymptomatique. Alors la plupart du temps, ce sont les chauves-souris asymptomatiques. Elles sont porteuses du virus, mais pas malades. Donc, comme l'homme a peu de contact avec les chauves-souris, il a peu de chances d'attraper directement le virus avec ces animaux. C'est là où ce qu'on appelle un hôte intermédiaire intervient. En gros, c'est un animal qui peut avoir un contact avec la chauve-souris, mais aussi l'homme. L'hôte intermédiaire va choper le virus de la chauve-souris, l'héberger, et s'il mute suffisamment, l'homme peut ensuite l'attraper via un contact rapproché et prolongé, avec par exemple la consommation de viande ou un contact respiratoire avec les animaux contaminés. Dans l'exemple du SRAS, le virus était porté par la chauve-souris, donc c'était l'animal réservoir. Ensuite, la civette palmiste, qui est un petit carnivore consommé en Chine, c'est l'animal intermédiaire. Puis ensuite, l'homme a été contaminé. Dans le cas d'une MERS, une fois de plus, c'était la chauve-souris, puis le dromadaire. Dans le cas du nouveau virus chinois, on ne sait pas vraiment quel est l'animal qui est à l'origine, mais on soupçonne fortement la chauve-souris ou alors un serpent. C'est des animaux qui étaient vendus et consommés en fait dans le marché de Wuhan. Vous comprenez maintenant pourquoi ce genre de virus apparaît souvent dans les marchés où l'on vend les animaux vivants. J'espère qu'avec cette vidéo, vous en savez un petit peu plus sur tous les mécanismes biologiques qu'il y a derrière. Sur les risques, je pense que, voilà, comme je vous ai dit, il faut vraiment pas être parano, il faut pas s'affoler non plus, mais il faut juste être prévoyant, tu vois. Si tu sens qu'il y a un risque autour de toi, bah, prends les mesures, lave-toi les mains, évite de toucher les barres de métro, puis mets un masque, évite de serrer la main, de faire la bise. C'est simple en fait. Si tout le monde faisait ça, tu vois, le virus il serait stoppé trop rapidement. Faut juste être vigilant, rester informé, voilà, rester informé, pas trop non plus parce que ça pète la tête quand on entend parler de ça toute la journée. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous apporter un autre angle dans cette vidéo. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.